Alors on a décidé de faire notre DIE sur les gouttes rebondissantes. Donc on est d'abord parti d'une observation. Lorsqu'il pleut, on peut observer des gouttes tomber sur la surface des flaques, et quand elles tombent, elles coalescent avec la flaque. Donc coalescer, ça veut dire fusionner en fait avec la flaque. Et donc on s'est demandé s'il était possible d'empêcher justement cette coalescence et de maintenir les gouttes à la surface de l'eau. En faisant quelques recherches, on s'est aperçu qu'une équipe de chercheurs avait étudié ce sujet et qui s'était aperçu que grâce aux gouttes, ils pouvaient modéliser des comportements quantiques et chaotiques. Donc il est alors venu la question, comment entretenir les rebonds d'une goutte à la surface d'un liquide afin de mettre en évidence des comportements quantiques et de transition vers un régime chaotique. Donc tout d'abord, nous verrons comment est-ce qu'on peut créer des gouttes rebondissantes. Puis ensuite, nous étudierons comment ces gouttes peuvent devenir des marcheurs, donc des gouttes qui vont se déplacer à la surface du fluide. Puis ensuite, nous mettrons en évidence des phénomènes de diffraction et nous essaierons de caractériser les différents modes de rebond d'une goutte et donc la transition vers un régime chaotique. Donc tout d'abord, nous allons voir comment créer ces gouttes rebondissantes. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ce phénomène. Donc tout d'abord le phénomène de coalescence, qui est en fait le rapprochement de deux surfaces dispersées. Donc si on considère une goutte qui tombe sur une surface, la goutte est séparée de la surface par de l'air. Et si ce film d'air s'évacue, on va avoir fusion de la goutte avec la surface, ce qu'on appelle la coalescence. Donc ce qui va nous intéresser, nous, ça va être d'éviter ce phénomène. Et donc, pour qu'il y ait rebond, il va falloir que la goutte reparte avant l'élimination de ce film d'air. Ensuite, l'autre facteur d'influence est la perturbation de la surface, qu'on appelle l'instabilité de Faraday. C'est une perturbation de la surface, comme on voit ici, en réseau d'ondes. Et en fait, il va falloir qu'on se place juste en dessous en fréquence pour pouvoir observer le rebond de nos gouttes. Donc, pour respecter ces critères, la taille des gouttes, la viscosité et la fréquence vont avoir une influence. Donc le dispositif expérimental que nous avons mis en place est constitué d'une cuve carrée de côté environ 15 cm, remplie d'huile de silicone, d'huile de tournesol, pardon. Donc nous verrons plus tard pourquoi on a choisi cette huile. Donc la cuve est déposée sur un pot vibrant qui est lui-même relié à un GBF. Et pour créer des gouttes, on plonge le cure-dent dans l'huile et on le ressort de manière à faire apparaître les gouttes. Et il faut mettre la vidéo. Donc comme on voit sur la vidéo ici. Et donc là on voit bien que les gouttes rebondissent pas bien pour l'instant, donc ça c'était au début. On n'arrivait pas à faire rebondir vraiment nos gouttes et on voit que nos gouttes sont très grosses. Ah oui, ok. Donc nos gouttes sont très grosses et donc c'est encore pas top et on aura après une vidéo qui sera un peu mieux. Donc pour obtenir l'accélération, on est parti de la position qu'on a dérivée 2 fois et on a obtenu l'amplitude de forçage qui est le facteur gamma m qui est égal à A, donc l'amplitude du plateau fois la pulsation au carré. Donc ce facteur va être important pour nous pour la suite. Ah, donc ensuite nous avons déterminé les paramètres d'acquisition. Donc grâce à la formule qu'on avait avec gamma m, l'amplitude de forçage, nous avons une expression de la fréquence. Et nous savons que pour observer l'instabilité de Faraday, il faut une amplitude de forçage de l'ordre de 5G, avec G l'amplitude de pesanteur. Et nous émettons une hypothèse sur l'amplitude du plateau de l'ordre de 1 mm. Donc avec ceci, on détermine une valeur pour la fréquence de forçage à appliquer de l'ordre de 35 Hz. Donc nous avons appliqué cette fréquence et nous l'avons augmentée jusqu'à l'observation de l'instabilité de Faraday. Une fois que nous avions observé ce seuil, qui était autour de 38 Hz, nous avons diminué la fréquence et la valeur que nous retenons est de 36 Hz, donc ce qui est en accord avec la fréquence que nous avions estimée précédemment. Donc ensuite, on a caractérisé les huiles qu'on avait, l'huile qu'on avait à disposition. Donc on avait choisi l'huile de tournesol. Donc pour ça, on a mesuré sa viscosité avec un viscosimètre et on a obtenu une viscosité de 60 mPa/s. Puis ensuite, on a également mesuré la tension de surface. Donc en fait, le dynamomètre permettait de mesurer la force qu'il fallait à l'anneau circulaire pour décoller du bain. Et on a obtenu, grâce à la force, on est remonté à la tension de surface et on a obtenu 34,1 millNewton mètre-1. Et c'est une valeur cohérente pour ce type de fluide. Ensuite, comme on savait que la taille des gouttes influait beaucoup sur le rebond, on a décidé de mesurer la taille de nos gouttes et on est arrivé à obtenir comme diamètre minimal de création de gouttes
0,71 mm. On a également mesuré la masse volumique de notre huile. On avait ρ est égal à 900 kg par mètre cube. On avait une valeur théorique qui était environ de 920 kg par mètre cube, donc c'est cohérent avec la valeur théorique. Et ensuite, pour des expériences faites après, on a voulu mesurer la longueur d'onde de Faraday, qui est en fait la longueur d'onde lorsqu'on peut observer le seuil de Faraday. Donc là, on a mesuré 4 lambda, et ensuite on est remonté à lambda, et on a obtenu lambda f égale 4,32 mm. Donc ensuite, nous avons cherché à créer les marcheurs. Donc il faut savoir que le marcheur, c'est l'association d'une goutte et de l'onde qui se déplace de manière rectiligne et uniforme à la surface du bain dans des directions aléatoires et qui a une structure très stable. Donc tout d'abord, nous avons cherché à observer ces marcheurs et nous connaissons leurs zones d'existence, donc qui sont les zones ici grisées et ici nommées par un W. Donc nous avons cherché à se placer dans ces zones. Donc les graphiques que nous avons, il s'agit du diamètre de nos gouttes en fonction du rapport d'accélération, soit l'accélération de forçage sur l'accélération de pesanteur, et sur ce diagramme, nous avons le même rapport d'accélération en fonction de la fréquence de forçage. Donc les paramètres qui vont influer l'apparition de nos gouttes sont donc le diamètre, la fréquence de forçage, ainsi que l'amplitude de forçage. Donc tout à l'heure, en fait, on avait mesuré les différents. Okay. Donc on a mesuré les tailles de nos gouttes. Du coup, on avait un diamètre entre 0,7 et 2 mm. Donc en fait, ça a permis déjà d'éliminer une zone sur le diagramme de phase qui était inaccessible pour nos gouttes. Et ensuite, tout à l'heure, on ne vous a pas vraiment dit toute la vérité. En fait, on a mesuré 2 viscosités pour les huiles, parce qu'on avait 2 huiles, et on a décidé de sélectionner seulement l'huile de tournesol, parce que notre huile de silicone avait une viscosité de 350 mPa/s. Et en fait, ça nous donnait, si on regarde les courbes, plus on augmente la viscosité, plus la courbe va être verticale, et donc on va avoir une zone pour créer des marcheurs, donc c'est les zones grises, une zone en fréquence, une plage de fréquence qui va être plus réduite. Donc avec l'huile de tournesol, on aura une plage de fréquence plus grande, donc on a sélectionné l'huile de tournesol. Ensuite, on a mis en place un dispositif pour déterminer avec précision l'amplitude du plateau et ainsi remonter à l'accélération qu'on a imposée au plateau, parce que l'accélération va être liée à l'amplitude. Et donc on a disposé une lampe avant le pot vibrant, puis à la suite du pot vibrant une lentille, un écran. Et sur l'écran, en fait, il va y avoir l'image du cure-dent qui est accrochée là sur la cuve. Et en fait, en mesurant l'amplitude du cure-dent sur l'écran, on va pouvoir ensuite, grâce au grossissement de la lentille, remonter à l'amplitude du pot. Et donc on a obtenu une amplitude entre 0,7 et 3,3 mm. Et donc ça nous fait un rapport d'accélération YM sur G, donc entre 3 et 5,5. Et donc finalement, si on regarde la courbe qui est tout en haut là-bas, en fait on a superposé notre courbe expérimentale, donc où on a tracé le rapport d'amplitude en fonction de la fréquence avec la courbe théorique, et on s'aperçoit qu'on est bien, notre courbe expérimentale est sur la zone grisée, donc normalement on est dans une zone où on va pouvoir créer des marcheurs. Et quand on regarde le diagramme de phase ici qui trace le diamètre en fonction du rapport d'accélération, en fait on a toute la zone verte qui va être accessible. Donc on va pouvoir créer des marcheurs, donc CW, et on va pouvoir observer aussi un doublement de période et le chaos. Donc ensuite, nous nous sommes intéressés à la réalisation de ces marcheurs, et pour ma part, je me suis intéressée à repérer leur trajectoire. Donc pour cela, on a filmé une trajectoire d'une goutte dans le noir en essayant d'éclairer seulement la goutte pour qu'elle ressorte comme un point lumineux. Et le code que j'ai créé consiste à couper cette vidéo en une série d'images, comme on voit ici, une de ces images. Chaque image est convertie en niveau de gris, et en définissant un seuil, les pixels foncés sont convertis en noir et ceux qui sont clairs sont convertis en blanc. Et seule la goutte en fait apparaît blanche, comme sur cette image ici. Donc on a une série d'images comme ici à des instants différents, et en les superposant en fait on peut avoir la trajectoire de la goutte. Donc pour ça, j'ai déterminé le centre des pixels blancs pour avoir le centre de la goutte et relevé les coordonnées pour chacune des photos, ce qui a permis ensuite de les reporter sur un graphique et d'obtenir la trajectoire de la goutte.
Donc maintenant, nous avions des trajectoires et nous avions également des marcheurs, donc l'association d'une goutte et de son nom. Ça nous a fait penser également à la dualité onde-corpuscule. C'est pourquoi je me suis intéressée au phénomène de diffraction. Donc le dispositif expérimental est le même que précédemment, sauf qu'ici j'ai fixé au fond de la cuve une surélévation en laissant seulement un petit espace pour créer une fente. Donc j'ai créé les gouttes d'un côté de la fente et tenté d'observer leur traversée de la fente. Donc sur ce graphe, on voit toutes les trajectoires des gouttes que nous avons pu observer, donc dans des couleurs différentes. Donc elles ont été créées d'un côté de la fente et on observe leur traversée. Donc on remarque une dispersion des trajectoires, mais qui tendent tous plutôt vers un côté. Donc on suppose que notre cuve n'était pas vraiment horizontale, mais légèrement inclinée, ce qui a pu causer la dispersion plutôt d'un côté et une dispersion qui n'est pas symétrique. Donc j'ai ensuite cherché à trouver le point d'impact de ces gouttes sur un écran. Donc écran que j'ai défini fictivement à une certaine distance de la fente. Et donc j'ai cherché le point d'impact des gouttes sur cet écran. Donc j'ai tracé ici l'histogramme de la position sur l'écran en fonction du nombre d'impacts pour chaque position, et auquel j'ai superposé la courbe de diffraction associée à une fente, donc théorique, que nous avions avec nos paramètres. Donc on observe la superposition se fait bien, et en comparant avec un graphe théorique sur une publication, donc nous remarquons que nous avons le même aspect entre nos deux graphiques. Cependant, pour le graphique théorique, il a été observé 125 passages à travers une fente, tandis que nous en avons seulement 23, mais malgré le faible nombre de trajectoires que nous avons, nous pouvons quand même comparer avec le modèle théorique, car nous avons quand même une très bonne ressemblance. Donc ensuite, nous sommes intéressés à la caractérisation des modes de rebond d'une goutte. Donc en fait, une goutte possède différents modes de rebond. Donc tout d'abord, si l'amplitude qu'on impose au plateau est inférieure à g, donc l'accélération de pesanteur, on va avoir la goutte qui va rester collée au plateau et qui va en fait faire des mouvements avec le plateau, mais qui ne décollera jamais du banc, comme on a vu dans la première vidéo. Puis ensuite, si on augmente suffisamment l'amplitude du plateau, on va avoir, et que l'accélération devient égale à g, on a la goutte qui va pouvoir décoller du plateau, et donc elle va pouvoir effectuer un vol parabolique, et ensuite lorsqu'elle atterrit, elle atterrit ici, et elle va de nouveau rester collée au plateau pendant un certain temps avant de pouvoir rebondir et repartir pour un autre saut. Donc là c'est des rebonds simples, donc les rebonds vont être réguliers, en gros ça va faire tac, 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 comme ça. Et ensuite, si on continue à augmenter l'amplitude du plateau, la goutte va faire on va avoir des rebonds d'amplitude de plus en plus grande et qui vont aller de plus en plus vite. Et ça va permettre qu'à la fin du premier saut de la goutte, à la fin du premier saut de la goutte, l'accélération du plateau va toujours être supérieure à g en valeur absolue ici. Et donc, la goutte va pouvoir en fait repartir pour un deuxième saut qui va être d'amplitude plus faible. Et donc cette fois, on aura des rebonds, ça fera tac tac, tac tac, tac tac. Donc là, ça signifie qu'on a un doublement de période. Et donc si on continue encore à augmenter l'amplitude, on va pouvoir avoir un quadruplement de période et ensuite des rebonds qui vont être totalement désordonnés. Et donc c'est caractéristique d'un régime chaotique. Donc ensuite j'ai voulu, donc en fait ce comportement correspond au comportement d'une suite logistique, donc j'ai voulu tracer le diagramme de bifurcation numérique. Donc en fait la suite logistique c'est une suite récurrente qui est souvent utilisée pour modéliser l'évolution de la taille d'une population. Et donc si on modélise l'évolution de la taille d'une population, en fait UN ça va correspondre au rapport entre l'effectif de la population à l'instant T sur l'effectif maximal que pourrait avoir la population. Et donc par analogie, on va pouvoir dire que ici pour notre goutte, on va avoir UN qui va être le rapport de la période de rebond de la goutte sur la période d'oscillation du plateau. Et donc on a mu qui est un paramètre qui va influencer le comportement de la suite. Donc ici, mu, ça va être l'amplitude du générateur. Et donc on voit bien que si mu est suffisamment petit
on va avoir une seule période de rebond, donc en fait, la suite va converger vers une seule valeur. Puis si mu devient un peu plus grand, on va pouvoir assister à 2 périodes de rebond. Il y a une bifurcation, on va avoir 2 périodes de rebond des gouttes, puis ensuite un quadruplement de périodes, et ensuite des rebonds désordonnés avec des périodes aléatoires. Donc j'ai ensuite essayé de tracer le diagramme de bifurcation expérimentale. Donc pour cela, il était trop compliqué de mesurer les périodes de rebond des gouttes d'eau, parce que les gouttes sont trop petites et que la surface du bain étant liquide, il était impossible de placer des capteurs pour mesurer les périodes de rebond. Donc j'ai décidé comme on sait qu'une bille a le même comportement, on a modélisé notre goutte par une bille, et donc on a utilisé un dispositif expérimental où il y a une goutte qui est accrochée à une tige en bois aimantée, et la goutte rebondit en fait sur un capteur piézoélectrique qui est posé sur le polybrand, et ce capteur piézoélectrique va pouvoir mesurer l'impact de la bille. À chaque fois que la bille en fait, va toucher le capteur va détecter un impact, et donc c'est ça qui va nous permettre de mesurer les périodes de rebond. Donc ici on a un exemple de relevé expérimental d'un doublement de période sur la TIS-Pro. Donc on arrive bien à distinguer 2 temps de période différents, donc un temps de période plus long et un temps de période plus petit, donc ce qui correspond au rebond de grande amplitude et de plus faible amplitude. Et si on zoome sur la courbe, en fait, ce qu'on mesure quand on mesure les périodes de rebond, c'est l'écart entre le bas de la courbe bleue, qui correspond à l'impact de la bille sur le plateau, et le max de la sinusoïde rouge, qui correspond à l'oscillation du plateau. Et donc, quand on trace le diagramme de bifurcation, donc qui est le rapport des périodes, donc T qui va être la période d'oscillation du plateau sur taux, donc les différents temps de période, en fonction de l'amplitude du générateur, on va bien pouvoir observer ici un simple rebond. Ensuite, on observe une bifurcation qui est caractéristique des 2 temps de rebond différents qu'on observe. On peut commencer à observer un quadruplement de période. Et ensuite, pour ce qui est du chaos, on peut dire qu'on ne distingue pas de périodicité, mais face au faible nombre de points qu'on a, on ne peut pas affirmer qu'on a un comportement chaotique. Donc pour conclure, nous avons réussi à déterminer les paramètres qui influençaient l'apparition des rebonds de nos gouttes. Donc de ce fait, nous avons pu créer des marcheurs, donc nos gouttes se déplaçaient bien à la surface de notre île. Et de ce fait, il nous a été possible d'observer les gouttes traverser notre fente. Et cependant, nous n'avons pas assez de trajectoire pour coller exactement au modèle. Cependant, nous avons quand même une allure qui est similaire à celle de la thèse auquel nous nous sommes référés, ce qui est satisfaisant. Et en ce qui concerne les modes de rebond des gouttes, on a bien réussi à observer les différents modes de rebond. Et puis nous avons réussi à même tracer une ébauche du diagramme de bifurcation, ce qui nous permet de valider le comportement de la bille et qui montre bien que la bille a a priori le même comportement que sur le diagramme, la simulation numérique. Donc on a une dernière vidéo pour vous montrer ça.